Lorsque ton instinct te dit c'est une bonne personne, je peux travailler avec, blinde-toi quand même avec des contrats. C'est pas parce que cette personne est souriante qu'elle te veut pas de mal. Moi, là, on est dedans, là, on va faire Mike Tyson. Ce qui nous rassemble dans ce truc de divertissement, c'est vraiment la culture urbaine. J'appelle cet agent, je lui explique, voilà, je suis dans la musique, mais je suis aussi comédien, j'avais jamais joué. Tu dis quelqu'un qui a fait autant d'interviews que lui, t'arrives à le surprendre avec tes questions, t'as gagné. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Eddy, il y a Lenny ici présent, nous sommes tous les deux cofondateurs de la marque de prêt-à-porter Notre Culture et on se retrouve pour un nouveau épisode du podcast Votre Culture, podcast dans lequel on va à la rencontre des personnes qui font la beauté de la culture urbaine. Aujourd'hui, on a un invité très spécial puisque vous l'avez probablement déjà vu quelque part. Vous avez déjà vu. Il est partout de toute façon. Peut-être que vous n'êtes pas rendu compte, mais vous ne l'avez peut-être pas vu, vous l'avez peut-être entendu. J'ai nommé le grand, le magnifique Driver dans la maison. Vous pouvez l'applaudir quand même. Vraiment. Merci. Merci de me recevoir. On est très heureux de te recevoir particulièrement parce que dans cette rentrée avec Notre Culture, on avait encore plus une volonté d'aller au-delà des artistes, des créateurs de contenu. On a fait aussi médias avec Christophe dans le dernier épisode. Là, toi, t'avais plein de casquettes. C'est ça qui est pratique. Vraiment, pour le coup. Plein de casquettes. Du coup, nous, on s'est déjà présenté 1000 fois dans les épisodes. Je vais peut-être te laisser toi te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. C'est compliqué du coup. Bon, je suis Driver, moi j'ai l'habitude de dire que je suis d'abord avant tout un rappeur. Voilà. Et le rap m'a fait faire plein d'autres choses. Je vais essayer d'en énumérer quelques-unes en espérant me souvenir de tout, mais le rap m'a fait faire de la comédie, donc du cinéma. Le rap m'a fait faire de l'animation radio, de l'animation télé, de l'animation de soirée avec des DJ, de l'animation de podcast, des programmes sur YouTube, des livres. Voilà. Il y a sûrement d'autres trucs, mais voilà, c'est déjà pas mal. Mais voilà, tout part du rap. On aura l'occasion d'en parler pendant cette interview, mais en tout cas, on est encore très fiers de toi. Je voulais aussi faire un petit big up à Jo de Mama Asta Prod, sans qui cet épisode ne serait pas possible. C'est clair. Donc, du coup, voilà. On a un point commun, enfin deux, techniquement. J'ai vu ça en lisant, parce que Driver, t'as une page Wikipédia. Je sais pas, c'était au courant. Ouais, j'ai vu ça. Incroyable. C'est bon, on arrive à ce niveau-là, là, c'est bon. Premièrement, avec Driver, on est Camerounais, tous. C'est quand même important de le noter, d'origine camerounaise. Et puis deuxièmement, vous voyez aujourd'hui ce podcast, peut-être que vous l'entendez sur Spotify, etc. Mais Driver aussi a un podcast, ce qu'il a mentionné. Et quand je me suis baladé un petit peu pour les recherches de cet épisode, j'ai remarqué un truc qui m'a frappé, c'est que t'as fait un épisode avec Mike Tyson. Oh, quel moment. Mike Tyson. C'est incroyable. C'est incroyable. Je veux que tu nous donnes un peu les backstage, tout ça, c'est comment? Parce que j'ai vu, il y avait un traducteur. Ouais. Ça veut dire qu'il y avait en plus d'une autre personne. En plus, toi, t'étais avec un autre co-host en plus. Enfin, je crois que Mike avait peut-être ramené un co-host. En fait, non, l'histoire, c'est que il y a un Français, un mec qui s'appelle Fred, que les Américains ont rebaptisé Fred Frenchy. Il a des business avec Mike Tyson, notamment sur les podcasts et autres. Mais Mike Tyson a un podcast et je sais que Fred Frenchy, je crois qu'il est coproducteur ou quelque chose comme ça. Donc, ça fait une personne en commun entre moi et Mike Tyson. Ah, parce que toi, tu connaissais déjà Fred Frenchy. Ouais, voilà, depuis un moment. Et du coup, Fred écoute tout le temps mon podcast, en fait. Ça lui arrive de m'envoyer des textos pour commenter le dernier épisode en date. Ah, j'ai bien aimé quand il a dit ça, quand il a dit ci. Voilà, donc il m'a fait comprendre qu'il aime bien mon podcast. Un jour, il me dit, voilà, il y a Mike qui va venir, Mike Tyson, qui va venir en France. C'était pour Roland Garros, la période Roland Garros. Est-ce que tu serais chaud pour le recevoir dans ton podcast? Je dis, mais attends. Obligé. Il n'y a pas de souci. Et du coup, tout s'est organisé comme ça, à ce moment-là. Ça s'est fait. Et pour te dire la vérité, jusqu'à la dernière minute, je me disais, il va avoir un moment, ça va être annulé ou truc. J'y croyais sans y croire. J'étais prêt, mais je me disais, c'est trop beau. Le mec est venu. Quand il a passé le pas de la porte, je me suis dit, là, on est dedans, là. On va faire Mike Tyson. C'est comment, Mike? Il est comment? Il est tellement cool. Il est tellement marrant. Il est tellement intelligent. Parce que beaucoup de gens l'ont fait passer pendant toutes ces années pour une brute épaisse. Un mec qui frappe juste des gens et tout. Il a une culture et tout. Franchement, j'ai passé un super moment. Est-ce qu'il arrive avec une grosse équipe d'entourage ou il est arrivé tout seul? Non, il est venu, il était avec Fred.
C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il est arrivé comme ça dans un truc. Ah. Est-ce que tu as un moment dans l'interview qui t'a marqué un truc où il a dit quelque chose, ou même, d'ailleurs même pas dans l'interview, même dans les backstage, parce que nous on sait très bien que quand on enregistre des podcasts... Après ce qui se passe en backstage, reste en backstage. Ça. Non, mais par contre, pendant l'émission, je vais te dire, moi, mes meilleurs moments, Ouais. c'est quand je lui pose... Si tu veux, moi, quand je prépare cette interview, Ouais. Mike Tyson a fait des milliers d'interviews. Ouais, c'est Mike Tyson. oui. Donc moi, je me dis, il faut pas que je fasse une interview qui a déjà été faite. Il faut pas que je repose les mêmes questions auxquelles il a répondu 10 000 fois. Ouais. Parce que même lui, ça va le saouler et il va décrocher. Donc je me suis dit, il faut que je prenne un autre angle et tout. Et donc, à chaque fois que je lui posais des questions et qu'il me disait, ta question est très intéressante, on me l'a jamais posée. C'est le plaisir ultime, là. Mais il sait pas, lui, c'était naturel que ça, Ouais. mais il sait pas ce qui se passait en moi à ce moment-là. Ouais. J'avais l'impression d'avoir pris $1 million à chaque fois qu'il me disait ça. Ouais. C'est un sacré personnage, quoi. Ouais, et puis voilà, je te dis, quelqu'un qui a fait autant d'interviews que lui, Ouais. t'arrives à le surprendre avec tes questions, Ouais. t'as gagné. Est-ce que c'était ton épisode préféré de ton podcast que t'as enregistré ou... Un des, il y en a Un des, plusieurs, il y en a ouais. plusieurs, ouais, mais ouais, celui-là, il en fait partie, bien sûr, il est légendaire. Puis moi, je suis un fan de Mike Tyson à la base. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'ai regardé, j'ai tout suivi, toute son histoire et tout. J'ai regardé des DVD, j'ai lu des livres, j'ai regardé des combats en direct. On va me lever à 4 heures du matin pour 1 minute de combat. Parce que, Couche le mec. voilà, rapidement, et tu devais retourner te coucher et tout. Et je l'ai fait. Ouais. Et le mec, il est en face de moi. Donc ouais, ça fait partie de mes épisodes préférés. Ok. Il y a un autre truc que moi j'ai remarqué, surtout en regardant un peu les vidéos de toi que t'as fait avec des interviews, etc. Les gens ils disent toujours, Driver, il est captivant. Genre on pourrait l'écouter parler, etc., Ouais, etc. c'est gentil, ça. C'est la voix, c'est la voix. Moi j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est un truc, enfin c'est inné chez toi? Est-ce que t'as pris des cours? Est-ce que quelqu'un t'a appris? Et aussi, est-ce que tu as des inspirations de grands orateurs comme ça pour réussir justement à donner un peu plus confiance aux gens peut-être de notre audience, tout ça? Ouais. Honnêtement, non, j'ai rien appris. Il se trouve que je me suis rendu compte il y a pas si longtemps que je raconte des histoires depuis que je suis tout petit en fait. Moi je viens de Sarcelles, c'est banlieue parisienne, 95, banlieue nord, tout ça, et c'est un endroit quand même qui malheureusement a plein de bons côtés, mais il y a un des mauvais côtés, c'est la violence. Depuis que je suis petit, je vois des bagarres. Et le truc, c'est que au lieu de m'en éloigner, moi, dès que j'en voyais une, j'allais vers. Depuis que je suis petit. Et je regardais. Et il se passait des choses extraordinaires. Et après, j'allais les raconter à mes potes. Ok. Vous savez pas ce qui s'est passé là-bas dans le quartier? Un tel, ils sont battus. L'autre, tu lui as fait ci, l'autre, tu lui as fait ça, l'autre, ça. Ah bon? Et ils sont comme des fous. Et après, il y a 2-3 personnes qui arrivent au quartier. Eh, vous savez quoi, les gars? Machin, ils sont battus. Driver, raconte-leur. Et là, je raconte dans la journée, je devais raconter au moins 10 fois la même histoire. Mais parce que les premiers mecs à qui j'ai raconté, ils disaient, tu racontes trop bien les histoires. Vaut mieux que ce soit toi qui raconte. Raconte. Et je fais ça depuis que je suis jeune, en fait, depuis que je suis gamin. Et c'est resté. Donc pas d'inspiration particulière. Non, pas spécialement. Après, il y a des, moi, je regarde beaucoup d'interviews, de documentaires, de podcasts et tout, beaucoup américains souvent. Et il y a des trucs que j'aime regarder, mais je suis pas sûr que ce soit des inspirations. Ok. T'aimes regarder quoi, par exemple? Moi, j'adore Drink Champs de Nori. Après, le concept, il est différent, donc je peux pas m'en inspirer et lui mettre de l'alcool. Ça, tout le monde boit. Ouais. Et plus t'avances dans l'émission, plus les mecs sont bourrés, et plus leur langue se délie, et ils disent des trucs de ouf, qu'ils nous auraient sûrement jamais dit s'ils étaient à jeun. Ouais. Bon, nous, en France, on n'a pas le droit de faire ça, donc je peux pas m'en inspirer. C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Mais j'aime beaucoup cette émission parce que, passer 1 heure, Ouais. il y a des dingueries qui sont dites. Obligatoirement. Parce que les mecs sont bourrés et ils se lâchent. Mais j'aime bien ça. Dans un autre style, j'aime bien Talib Kweli. Il est beaucoup plus scolaire et tout. Mais le point commun entre Nori, Talib Kweli et peut-être moi aussi, c'est que on vient tous du rap, de l'intérieur du rap. Ouais. On rappe. Ouais. Donc on connaît le milieu. Ouais. Et souvent on sait même quelles questions poser aux rappeurs. Là où t'as des journalistes qui vont avoir un truc un peu plus global ou scolaire, ils vont demander des trucs, mais nous, on peut aller en profondeur parce qu'on sait. Ok. Donc j'aime bien ça. Ok.
Il y a un autre truc que j'ai remarqué en faisant les recherches sur le podcast, c'est que en fait ton podcast featuring, il est produit par une agence qui s'appelle Angle. Ouais, Angle, ça se dit. Angle. Ma belle, Engo. Désolé les cofondateurs, faut pas nous insulter. Mais du coup, Angle, et j'ai vu, c'est une grosse agence en fait. Enfin, ils ont énormément de formats, etc., etc. Exactement. Et quand on voit, enfin, ta carrière, le nombre de connexions que tu peux avoir dans l'industrie et tout, on pourrait se dire que tu aurais pu le faire tout seul, entre guillemets, tu vois, en autoprod, peut-être avec des amis à toi, ou peut-être des freelances, etc. Tu as choisi de le faire aussi avec Angle. Moi, j'aimerais bien comprendre un peu, c'était quoi ton processus de réflexion au moment où tu t'es dit que tu vas t'entourer d'eux? Il y a plein d'autres agences de production qui existent, donc pourquoi tu as choisi particulièrement eux? Et puis, moi, j'ai remarqué aussi un truc, c'est que comme il y a beaucoup de formats qui sont faits, peut-être que tu peux être dans une position où tu n'es pas nécessairement le centre de l'attention. Donc comment toi, tu as un peu ce rapport-là, un peu comme finalement quand tu te tires dans une maison de disques en tant que nouvel artiste, quoi. Bah déjà, pour commencer par le commencement, moi, c'est pas mon idée du tout, en fait. Ah ouais? Moi, à aucun moment, j'ai eu l'envie ou l'idée, en tout cas, de faire ce podcast d'abord, avant d'avoir l'envie. Donc, c'est Angle qui viennent vers moi. En me disant, nous, on a ce concept-là, et pour nous, il y a toi qui peux présenter ça. Et l'idée me plaît, et j'y vais. Et pourquoi eux plus que les autres? Parce que la personne de Angle qui vient me voir, c'est une personne que je connais depuis longtemps. Avant qu'elle travaille même chez Angle. Et pour dire la vérité, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Et moi, à ce moment-là, je travaille chez OKLM, média de Booba. Et j'ai une émission qui s'appelle Roule avec Driver. Et ce jour-là, je reçois cette personne d'Angle parce qu'elle vient de sortir un podcast qui s'appelle Undersiders, qui traite de la culture hip-hop américaine, mais des liens qu'elle a avec des barons de la drogue. Ah ouais? Ouais. Et le podcast, il est incroyable, vraiment. Et du coup, moi, il m'envoie un épisode, je l'écoute, je pète un câble sur le podcast, je lui dis viens, je le reçois dans mon émission. Et c'est là qu'il commence un peu tout doucement, on se retrouve de nouveau en contact, commence à me parler de cette idée de podcast qui est featuring. Et sauf que moi, à ce moment-là, je bosse chez OKLM. Et il me dit, si ça t'intéresse, dès que je suis prêt, je reviens vers toi. Et il se trouve que le moment où il est prêt, c'est le moment où je suis plus chez OKLM. Tout tombe super bien. Boum, on le fait. Donc voilà. Et honnêtement, pour répondre à ta dernière question, il n'y a pas eu un moment où je me suis senti chez Angle délaissé par rapport à d'autres programmes. En fait, le programme, il a pris tout de suite. Et puis, l'équipe, elle est super cool. Formidable. Je pense pas qu'ils délaissent qui que ce soit là-bas, en fait. Vraiment. Je pense que quand ils font des projets, c'est qu'ils les aiment, donc ils les bossent. Ça marche. Ils t'aident aussi à trouver des invités, enfin, ou c'est... Ouais, des fois c'est eux, des fois c'est moi. Voilà. Ça marche. Il y a un autre sujet que je voulais qu'on aborde aussi pendant le format, c'est le livre. T'en as beaucoup parlé. Alors moi je vais pas aller dans les sujets de qu'est-ce qu'il y a dans le livre, et tout. Si vous voulez le livre, on mettra le lien dans la description, ce sera plus simple. Le livre Si j'étais, du coup, qui est coécrit aussi. J'étais là. J'étais là, excuse-moi. Qui est coécrit du coup avec Ismaël. Ça fait un petit moment qu'il est sorti maintenant. Mars 2022, si je me trompe pas. Moi j'aimerais bien savoir, maintenant quasiment un an et demi après la sortie du livre, toi, t'en fais quel bilan de cette sortie du livre? Est-ce que tu es satisfait des retours que tu as eu sur le bouquin? Je crois que satisfait, le mot est faible. Je suis dépassé. Ça veut dire que là, au moment où on parle, il va sortir dans un mois à peu près en livre de poche. Donc ça veut dire que la vie de ce livre n'est pas terminée, elle continue. On a fait le tour de France avec Ismaël, des discussions, des séances dédicaces. Je suis vraiment dépassé parce qu'il faut savoir que ce livre, c'est comme pour le podcast featuring. C'est pas mon idée. Moi, à aucun moment, je vais faire un livre. Pour moi, ma vie, elle est pas assez intéressante. Vraiment. Je pense, et en fait, c'est quand je bosse chez OKLM, je balance énormément d'anecdotes. Mais pas des anecdotes où, lui, un jour, il a fait ça. Un jour, j'étais là et j'ai vu ce mec faire ça. Donc, je suis souvent dans les anecdotes. Et les internautes, ils ont commencé à m'envoyer des messages. Mais Driver, t'as vécu plein de choses. Fais un livre. Et moi, je prenais pas le truc au sérieux. Mais ce genre de message, je l'ai reçu pendant 1 an. Et un jour, je reçois un message privé d'une boîte d'édition que je ne citerai pas, qui me dit, Driver, si tu fais ce livre, nous, on est intéressés.
Et là, je vois une boîte d'édition. Je me dis, ça commence à devenir sérieux, cette histoire. C'est réel. Bon, je commence à me dire, et si je le faisais vraiment? Et il se trouve que j'ai eu d'autres propositions entre-temps. Et voilà, je l'ai fait avec Face Cachée et Hors Cadre. Et voilà, mais c'était une espèce de demande des internautes, en fait. Ah ouais. C'est Moi, le peuple qui a demandé un petit peu. moi, je voulais pas. Donc, du coup, jusqu'à la dernière minute, on fait avec Ismaël, on fait ce livre, on fait ce livre. Et moi, je me dis, mais qui va lire ça? Et tout, vraiment, et tout. Et j'avoue que quand je reçois ce qu'on appelle la V1, la version 1 du livre sur mon ordinateur, on me dit, voilà, lis. Et s'il y a des trucs qui ne vont pas, note. Et on corrige, on change et tout. Ouais. J'ai lu cette V1 comme si c'était pas ma vie. Je me suis dit, putain, il a fait plein de choses, ce mec. C'est fou ce mec là. Ça m'a intéressé. Je me suis dit, bon, au moins, un mec comme moi pourrait l'acheter. Mais bon, je continue à pas vraiment y croire. Et en fait, la semaine de la sortie, il y a des magasins qui ont sous-estimé, Ah ouais? qui en ont pas pris beaucoup. Tout est parti dans l'heure. Waouh. Et du coup, il rappelait les éditeurs. Ouais, faut en remettre, tout ça. machin. C'était la folie. Et c'est là que je me suis dit, ah, ça vous intéresse? Ah, ok. Je m'étais trompé. Et c'est cool. Et jusqu'à maintenant, je reçois, il n'y a pas une semaine où je reçois pas sur mes réseaux sociaux des photos de gens qui viennent d'avoir le livre. Ouais. Pour ça, il y a une durée de vie incroyable. Et là, il va ressortir en livre de poche, donc moins cher, encore plus accessible et tout ça. Ouais. Et je pense qu'on est encore reparti pour 1 an ou plus, je sais pas. Ok. Parce que tu disais dans l'interview que j'avais vue, je crois que c'était avec Click, que à 30 ans, tu avais proposé d'écrire un Ouais, livre. j'ai fui. Et que et que t'as refusé parce Ouais. que à l'époque, tu te sentais pas légitime. Non. Maintenant, après tous les retours que tu as vus, que ce soit éditeur, de même d'Ismaël directement, ou Ouais. même des retours que tu as terrain, donc les clients, etc. et tout, est-ce que maintenant tu te sens légitime? Ouais, ça y est, bah oui, c'est plus facile. Maintenant que t'as les retours, Ouais. du public, des lecteurs et tout, Ouais. c'est plus facile, bien sûr. Maintenant, je suis totalement à l'aise dans cette Ouais. position. Mais pendant longtemps, je me disais, bon, je le fais, mais est-ce que vraiment ils veulent m'entendre? Est-ce qu'ils veulent me lire? Est-ce qu'ils veulent... Non, ça y est, maintenant. C'est passé. Oui, maintenant, tout a l'air logique, maintenant. Ouais. Et je pense aussi un peu à notre audience, parce que je sais qu'il y en a plein, tu vois, dans notre audience typiquement. Surtout, je pense que ça va aussi à être écouté par des jeunes, potentiellement jeunes artistes aussi, tu vois, Oui. qui ont un peu le syndrome de l'imposteur, de dire, mais moi, qui je suis pour rapper, pour dire des choses dans mes textes, etc. J'ai Ouais. pas telle carrière et tout, mais tout le monde a commencé quelque part, tu Bien vois. sûr. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour eux pour lutter contre justement ce syndrome de l'imposteur, maintenant que toi, tu as aussi un peu passé au-dessus de ça? Ouais. Moi, ce que je pense, c'est que chacun construit son propre couloir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, si t'es dans ton couloir, par définition le tien, Ouais. tu peux pas être un imposteur chez toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton couloir. Avance. C'est tout ce qu'on te demande. Ouais. Avance, reste pas sur place. Mais c'est ton couloir. Ouais. Et bien sûr que t'es légitime. C'est ton couloir. Incroyable. Voilà. On va continuer sur le cinéma. Ouais. T'en as parlé un peu, mais moi j'aimerais bien qu'on creuse parce que j'ai pas trouvé énormément de trucs là-dessus. Ouais. Alors moi quand je me balade sur la section presse de ton site, je vois validé saison 1, je crois. Ouais. Je vois, vois une apparition dans la 2 aussi. Ah, dans la 2 aussi. En rapide. Il faut actualiser le site. Je vois en tout cas Canal+, du coup, Netflix avec du coup Nouvelle École, les 2 Ouais. saisons. Ouais. C'est des gros, ces boîtes-là, elles valent plusieurs milliards, etc., etc. Comment la connexion, elle se fait avec le cinéma? Toi, avant d'être comédien, t'avais déjà une carrière, t'étais déjà Ouais. rappeur, etc., Ouais. t'avais plein d'activités. À quel moment est-ce que toi, tu te dis que tu veux faire de la comédie / du cinéma? Et puis, du coup, comment cette connexion, elle se fait avec les gros de l'industrie et tout ça? Tu vas me prendre pour un fou, mais encore une fois, c'est pas moi qui J'ai l'impression que c'est vraiment le thème récurrent. c'est pas moi. Non, mais cette histoire est complètement folle, en fait. C'était à l'époque de MySpace. C'est le tout premier réseau social, en fait. À l'époque de MySpace? MySpace. Ah, ok. Je reçois un message d'une meuf qui se reconnaîtra et elle me dit de ce que je vois dans tes clips, tu pourrais faire du cinéma. Merci. Ouais, mais tu devrais vraiment aller vers ça, faire du cinéma. Merci, mais comment on fait? Moi, je sais pas, moi. Et c'est là qu'elle me dit bon, je vais te donner, et c'est pour ça que je cite pas son nom, je vais te donner le numéro d'un agent, Ouais. mais tu dis pas que c'est moi. Tu dis pas Ok. que ça vient de moi. Voilà. Mais, appelle ce mec et vois avec lui. Vas-y. Je me dis qu'il t'entraîne à rien. J'appelle cet agent, je lui Ouais. explique, voilà.
Je suis rappeur, donc je suis dans la musique, mais je suis aussi comédien. J'avais jamais joué. Hein. Mais j'ai dit que j'étais comédien. Et là, à ce moment-là, j'ai dit voilà, je cherche un agent et tout. Il me dit ok, je vais te donner le nom d'un livre. Tu vas aller l'acheter, il est trouvable à la Fnac, partout. Il y a plusieurs scénettes, plusieurs petites histoires. T'en apprends 2. Et quand t'es prêt, tu m'appelles, on se donne rendez-vous, tu viens la jouer devant moi. Tu viens jouer ces 2 scènes devant moi. Je dis ok. Là, j'avais l'impression de retourner à l'école. Tous les soirs, je bossais. Et à un moment, je me suis senti prêt. Je l'ai appelé. On s'est vu. J'ai même pas joué un quart de la première histoire. Il m'a dit c'est bon, je travaille avec toi. Wow. C'est-à-dire j'avais 2 sentiments. Il y avait un sentiment, j'étais content. Je me dis, waouh, ça y est, j'ai un agent. Et l'autre, j'ai appris 2 scénettes entières pour ne jouer que 30 secondes. Non, c'est parce que ça m'avait mis la pression. Bah ouais, j'imagine. Et finalement, c'est bon. 3 secondes. Donc voilà. Et voilà, il a été clair avec moi. Il m'a dit, écoute, tu fais de la musique, reste dans ta musique. Ok. Moi, je t'appelle quand il y a quelque chose. Toi, ne m'appelle pas en me disant pourquoi il y a rien, tout ça, machin. Je dis ok, ça m'allait très bien. Je fais de la musique. Il m'appelait de temps en temps, un casting, jusqu'à ce que je sois pris. Le premier casting que j'ai fait, c'est pour un film qui est jamais sorti. Ok. Qui s'appelle Stalingrad Lover. Okay. Et bon, pour la petite histoire, je crois que ça parlait du monde du crack à Paris et tout. Et de ce que j'ai compris, ils ont fait jouer des vrais toxicomanes. Ah ouais? Et qui ont un peu disparu pendant le tournage parce que c'était à droite à gauche. Hein, du coup, ça a un peu bloqué le film et tout. De ce que j'ai entendu, c'était un peu ça le problème. Ok. Tu peux nous parler un peu du casting pour Netflix? Comment ça s'organise tout ça? Netflix, on vient me chercher. Hein. Ah ouais? Ouais. Encore? C'est ouais. Mais vraiment, j'adore. Vraiment, il attend. Après, les coups de téléphone arrivent. Après, en vrai de vrai, sans vouloir me lancer des fleurs, si on vient me chercher, c'est par rapport à tout le travail qu'il y a fait avant aussi. Donc, bien sûr. Quelque part, c'est un travail. C'est pas on prend l'annuaire, un nom au hasard et on m'appelle. En fait, c'est une nouvelle école, tu vois. Ils cherchent. Tu sais, au même titre qu'on a appelé pour les jeux, on a appelé SCH, on a appelé Shai, on a appelé Niska. Tous les intervenants, que ce soit Youssoufa, que ce soit Medine, que ce soit Arsenic, que je mélange toutes les saisons. À un moment, tu vas les chercher pour une raison. Et je fais partie de cette liste. On est venu me chercher pour une raison, justement, pour l'image, la nouvelle image que j'avais dans le milieu du rap, qui était ce truc de médias, de transmission, de gens. Ils se sont dit, ce serait bien de l'avoir. Voilà, on est venu me chercher. Moi, j'avais vu le programme américain, donc je me suis dit, ouais, ça me plaît. Pas de souci. T'as pas fait de casting, du coup? Non. Ils sont venus me chercher vraiment pour moi. Pas de scénette à prendre. Non. Et dans le même style, je me retrouve dans Validé, sur le casting, tout ça, machin. Il y a un épisode où il y a battle, donc de rappeurs dans une espèce de cage et tout. Ils disent pour animer le battle, comme moi j'anime, j'ai oublié de dire ça dans mon CV, j'anime Rap Contenders, qui est une émission de battle sur YouTube et tout, avec mes gars, avec Batsam, Stunner, Yo, BG, tout le monde. Et voilà. Et le truc, c'est que du coup, ils ont pensé Battle Driver. Et ça se fait vraiment, j'étais au Wanderlust en train d'animer une soirée, je suis sur scène, je me retourne sur le côté, je vois Sams, rappeur, acteur, qui lui-même est déjà dans Validé, ils sont en train de tourner Validé, il me fait des signes, genre, parle, moi je suis sur scène, je vois le truc, ok, dès que je descends de scène, je termine, il vient me voir, il me dit, voilà, il y a le truc Validé, ça se tourne, il y a que toi qui peux jouer ce rôle-là, on pense à toi, Battle, est-ce que t'es libre tel jour? Vas-y, je suis là. Et j'arrive comme ça, et du coup, il y avait même pas de texte, en fait. Je faisais ce que j'avais l'habitude de faire dans Rap Contenders. Donc, pour moi, ça a été le rôle le plus simple. Tu jouais toi-même. J'étais driver, déjà. Et puis, j'avais pas de texte, je faisais ce que j'avais l'habitude de faire. Tout ce qu'on voit dans cet épisode, je suis en totale improvisation, en fait. Ah ouais? Ah, t'avais pas de script? Non, je fais mon truc. Vas-y, présente le bâtiment. Comme t'as l'habitude de le présenter, en fait. Et
Pour ça a été le rôle le plus facile de toute ma petite carrière dans le cinéma. Et c'est marrant, du coup, moi, j'étais content. Je disais, ah, cool. Pas de pression. Ah, ouais. Ça arrive. Et c'est le cinéma, tu dois recommencer plusieurs fois. Il y a différents angles et tout. Et moi, il y a aucun moment où je me dis, faut que je me souvienne. Bah non, c'est moi, en fait. Ouais. Et c'est cool. Moi, j'aimerais bien savoir, tu parlais justement de cette relation que tu avais avec l'agent où il t'appelle quand il y a des trucs, etc. et tout. Cet agent, tu l'as toujours aujourd'hui? Toujours, ouais. Sachant que lui, il t'a toujours dit, bah, tu m'appelles pas, etc. et tout. Est-ce que, avec cette relation-là, tu peux te permettre d'avoir des ambitions avec le cinéma? Ou type, vouloir jouer dans un tel film, gagner, je sais pas, peut-être pas un César ou un Oscar, mais quand même des distinctions qui récompensent des gens qui font de la comédie, etc. Est-ce que ça limite pas, du coup, Non, pour moi, Non, pour moi, je le vois comme, n'importe quel acteur. Allez, on va prendre Vincent Cassel, quelqu'un qui a déjà été décoré. En vérité, on l'appelle. Alors lui, la différence entre lui et moi, c'est qu'on l'appelle pas pour faire un casting. Oui. On l'appelle, je te veux, toi, c'est toi et personne d'autre. Elle est là la différence. Mais au final, il va dire oui ou non. Ouais. Quand il va tourner le film, il va espérer que ça marche. Ok. Si ça marche bien, il va espérer que ce soit nominé et à une cérémonie. Et si c'est nominé, il va espérer gagner. Bah, tout comme moi, sauf que moi, la différence, je vais faire un casting, je vais devoir affronter plein d'autres mecs qui me ressemblent, parce que c'est ça le truc. Ouais. Et puis une fois que je suis pris, bah, j'espérerai les mêmes choses qu'un Vincent Cassel. En fait. Ouais. Ok. Je vois déjà. Il y a un sujet que je voulais qu'on aborde parce que c'est vrai que vous le voyez pas parce que on est dans face caméra, etc. Mais derrière nous, il y a personne dans le studio. Ça me rappelle quelque chose. Et quand j'écoutais ton interview justement avec lui, tu disais que à l'époque justement pour te détacher un peu de l'image que pouvait peut-être instaurer, tu vois, le rap sarcellois ou des mecs comme Minister Amir et tout, que toi tu bougeais seul justement, ça te permettait de rentrer plus simplement dans les groupes, etc. Est-ce que aujourd'hui c'est toujours le cas? Est-ce que toi t'as un entourage? Parce que je me dis maintenant on est quand même des années après. Il est déjà en train de dire non. Incroyable. En fait, j'ai des amis. Ouais. Mais mes amis sont pas dans la musique. Ah ouais? Voilà, c'est des gens que je vois et qui me font énormément de bien. Okay. Ça me fait sortir un peu de mon métier qui me ronge le cerveau et tout. Et ça fait du bien de parler à des gens qui sont pas dans la musique. Après, dans la musique, j'ai plein de collègues, j'ai des gens que j'apprécie et tout. Par contre, j'ai pas d'entourage. Là, je suis venu ici tout seul. Comme vous pouvez voir, et c'est avec comme sa ça. présence. C'est comme ça. Et c'est comme ça que je bouge depuis que je suis adolescent, en fait. Ouais. Mais pour une seule raison, c'est que mes amis, je reviens encore à Sarcelles, à ce côté violent de Sarcelles, très souvent, ça partait en cacahuète. Ouais. Et le souci, c'est quoi? C'est même pas les rappeurs entre eux. C'est le rappeur, il vient avec son entourage. L'autre rappeur avec son entourage, et il suffit qu'il y ait une personne de ton entourage et de son entourage qui s'entendent pas, ça fait une guerre civile où toi-même tu te retrouves à aller, si tu bouges pas, c'est que t'es pas solidaire ou quoi. Moi, je veux pas vivre ça, en fait. Donc très tôt, je me suis dit, tout seul, après tout, c'est mon métier, c'est ma passion, mais c'est devenu mon métier. Un boulanger, il ramène pas tout son quartier à la boulangerie, il y va tout seul. Ben moi c'est pareil. Ouais, ok, d'accord. Et du coup, avec le temps, enfin, tu parlais dans le bouquin notamment qu'il y a eu des trucs aussi qui étaient négatifs, qui te sont arrivés, etc. Et tout. Moi, j'aimerais bien savoir, vu tout le monde que tu as pu côtoyer, que ce soit dans le rap, le podcast, maintenant la comédie, etc. Forcément, il y a aussi des gens qui sont mal intentionnés par rapport à toi. Ouais. Comment tu fais pour reconnaître des gens dans qui tu peux avoir confiance? Avec qui il faut faire des deals et tout, parce qu'on sait aussi que l'industrie c'est comme ça, il y a des contrats parfois qui ne mettent pas en avant, tout ça et tout. Comment tu arrives à reconnaître, ça peut peut-être aider aussi notre audience, à qui il faut accorder ta confiance ou pas, tu vois? Bah déjà, ça c'est pour tout le monde et on n'a pas le choix, l'instinct. D'abord l'instinct. Maintenant, même avec ton instinct, tu peux te tromper. Mais des fois, tu vas te dire ça c'est une mauvaise personne ou ça c'est une mauvaise personne, c'est ton instinct qui va te le dire. Maintenant, voilà. Maintenant, lorsque ton instinct te dit c'est une bonne personne, je peux travailler avec, blinde-toi quand même avec des contrats, aie un avocat. C'est pas parce que cette personne est souriante qu'elle te veut pas de mal. On ne sait pas. Donc quadrille le truc avec des contrats et comme ça, s'il arrive une mauvaise surprise, t'es protégé. Voilà. Moi, quand mon instinct me dit cette personne est mauvaise, je ferme jamais la porte. Parce que je me dis, c'est juste mon instinct. Et mon instinct peut se tromper. Et c'est arrivé que des fois, je me disais, tiens, cette personne est
cool. Cette personne est professionnelle, en fait. Et je pensais le contraire. Donc voilà. Moi, je ferme jamais la porte. Je ne suis pas en guerre. Si je te sens pas, je suis pas en guerre contre toi. Ouais. C'est juste que je vais m'écarter. Et voilà. Mais en vérité, toujours garder des opportunités possibles avec qui que ce soit. La porte ouverte. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai avancé. Ok. Bon, bah, en tout cas, vous avez tout le playbook. On va vous faire un récapitulatif sur TikTok. D'ailleurs, suivez-nous sur TikTok. On envoie tous les jours des formats. Je pense qu'on fera une petite liste des points que Driver a récapitulés. Il y avait un autre sujet aussi que je voulais voir avec toi. C'était que tu nous fasses un peu ta composition par rapport à une ride. Alors, il faut savoir que Mr. Driver aime bien rider. Alors, la ride, c'est encore un concept, même pour moi, c'est encore un peu flou. La balade en voiture, à pied, on sait pas trop, le soir, en journée. Skateboard, on sait pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est Tant que tu te qu'on peut déplaces, c'est bon. rouler avec Driver. Du coup, j'aimerais bien qu'un peu à la manière d'un mini-jeu, tu nous fasses une compo. Disons, moi, demain, on finit ce tournage, j'appelle un Uber Black sur mon téléphone. Il y a un Mercedes Classe V qui arrive. Une grande voiture, etc. Et à toi, on est tous là. Tu peux inviter 5 personnes de ton entourage, donc tu as le numéro de téléphone, donc tu peux envoyer un message, etc. et tout. Pour qu'on passe un bon moment, qu'on fasse une grande ride de 3 heures, tu vois, qu'on rigole et tout. C'est quoi ta compo? Comment tu nous orchestres le truc? Alors, moi, je vais inviter mes riders déjà. C'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de rider. ALPHA, qui est un rappeur, compositeur avec énormément de talent et qui est surtout un vrai rider. Un gars de la même équipe qui s'appelle le Pimp Césaire. Voilà, je l'invite automatiquement. J'ai des gars à moi de Sarcelles, je pense à Hakim, je pense à Hicham et je pense à Lies. C'est des gens avec qui on a ridé pendant des années. La nuit dans Paris. On aimait faire ça. Donc voilà. Là, il y a 5 personnes. Là, tout est bon. Tu disais, lui, c'est un vrai rider. C'est quoi les critères pour devenir un bon rider? Un bon rider. Il n'y a pas de critères. Comme le dit lui-même ALPHA, la ride, c'est pas avoir, c'est être. C'est-à-dire que c'est en toi. La philosophie aussi. Alors que quand tu me demandes des critères, ça veut dire tu as les critères. Ça, c'est avoir. C'est pas ça la ride. Y a des gens qui vont, je peux citer des critères, ils vont les avoir, ils seront pas riders. Non, c'est en toi. Moi, je connais des riders, c'est des skaters. Ah ouais? Bien sûr. Et ils rident en skate et tu vois qu'ils vivent le truc. Ils sont. Ils n'ont pas. Ils sont. Donc, c'est abstrait ce que je dis, mais les vrais riders me comprennent. Ils sont. Des gens qui sont en BMX. En VTT. Ils rident. Et il y a même la ride à pied. Ah ouais? Et là, repose un peu mon gars Dusty Corleone. On a ridé à pied pendant longtemps. Donc il n'y a pas une composante style dans la ride. Genre si j'arrive, je veux rider en roller. Bien sûr. Ça roule, bien sûr. En roller, bien sûr. Mais c'est un état d'esprit. Voilà. On va continuer sur format, le temps passe vite. En parlant un peu de musique, parce que c'est vrai que depuis le début, on n'a pas trop abordé la musique, tout ça. Tu disais, quand j'étais petit, j'ai écouté le rap américain en tant qu'auditeur, et c'est le rap français qui t'a donné envie de rapper. Bien sûr. Maintenant, toi, t'as commencé à rapper, 98, les années 2000, ce genre de truc, maintenant 2023, bientôt 2024. Quand tu vois la nouvelle génération, est-ce que tu dis, c'était mieux avant? Est-ce que tu as un pas d'avis par rapport à la question? Est-ce que tu trouves qu'ils sont mieux maintenant, tu vois? Sachant qu'en plus, toi, tu étais aux Flammes, donc la nouvelle génération, tu l'as vu en vrai, tu vois, quand on voit des Chacola qui gagnent, je sais pas combien de Flammes, ça. Tu vois, c'est des gens qui, il y a 2-3 ans, tu vois, ils étaient pas aussi sur le devant de la scène que maintenant. J'aimerais bien avoir ton avis sur tout ça. Moi, déjà, le truc de c'était mieux avant, je ne l'ai pas. Je ne veux pas l'avoir, je sais pas comme ça. Tout simplement parce qu'en vrai de vrai, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à écouter du rap, mes grands, certains de mes grands, il y en a qui ont pris le wagon, mais certains de mes grands étaient encore sur de la funk ou du reggae et ils comprenaient pas le rap. Ils disaient, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois ce que je veux dire? Ils nous comprenaient pas. Donc eux, ils étaient déjà dans ce truc de nous, la musique, c'était mieux avant. Les petits, qu'est-ce qu'ils font? Après, il y a eu toute la génération rap qui est arrivée et qui continue, qui perdure. Mais avec des évolutions, des courants, des trucs qui ont amené le rap ailleurs. Quelqu'un qui a connu le rap dans les années 80, s'il hiberne et il ressort, il arrive en 2023, il arrive avec la il va vous dire c'est quoi ça, c'est pas ce que j'ai connu. Certes, mais en vrai, si tu as suivi, t'as pas hiberné,
tu vois le truc prendre des virages et tout ça, machin. Maintenant, les virages, tu les prends ou tu les prends pas. Tu les comprends ou tu les comprends pas. Moi, j'ai eu la chance de les comprendre parce que je me suis toujours intéressé à tout. Ok, pourquoi ça tourne comme ça? Et puis moi, il y a un truc aussi, c'est les charts. Moi, quand il y a un nouveau mouvement qui arrive, souvent d'abord aux États-Unis, et qui marche et que je ne comprends pas, je me dis pourquoi ça marche, pourquoi je le comprends pas, et je l'étudie. Et au bout d'un moment, je le comprends, j'aime ou j'aime pas, mais je le comprends. Donc moi, j'ai pas de mal avec la nouvelle génération. Vous faites vos trucs et c'est normal. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours des gens qui trouveront que c'était mieux avant. Même les gens de la génération, là on est en 2023, ceux qui sont le présent, il y a un moment, ils deviendront des anciens. Voilà. Et ils auront des jeunes qui diront nous votre truc c'est plus ce qu'on fait, nous maintenant c'est ça. Et t'auras ces mecs de 2023 qui diront c'était mieux avant, c'était mieux à notre époque. C'est la vie. Dans le sport c'est pareil, il y a toujours un moment oui à l'époque, c'est la vie en vrai. Et puis j'ai l'habitude de dire que souvent ça nous ramène aussi à un moment où on est tombé amoureux de cette culture, ou tombé amoureux d'un sport ou truc, et c'est magique de se souvenir, d'avoir cette nostalgie-là, bien sûr. Mais moi, je l'ai cette nostalgie, j'oublierai jamais les moments où je suis rentré là-dedans, c'était magique et tout, mais je continue de suivre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, comme à l'époque, il y a des trucs que j'aime, il y a des trucs que j'aime pas, voilà, et en vérité, tout est normal. Ok, ça marche. Sur le même sujet, moi, il y a un truc que je voulais qu'on parle un peu, c'est aussi, tu vois, tu parlais des charts, c'est tout ce nouvel âge avec le streaming et tout, toi tu disais, moi j'étais un enfant du top 50, tu vois. Maintenant le top 50 c'est fini, les gens ils regardent plus, ils regardent sur leur téléphone, sur Insta, j'ai vu, on a, je sais pas, Zola qui a un nouveau single de je sais pas quoi et tout, les distinctions ça va trop vite, à l'ancienne, faire un single d'or c'était incroyable, tu ramenais ça au quartier, c'était un truc de fou. Maintenant quand tu vois que des niños ils disent des triple platines, je trouve ça pas mal, donc je l'accroche à mes murs, tu vois. T'as l'impression que voilà, tu vois, les niveaux d'exigence ils ont changé. Avec toi, la vue que t'as de l'intérieur, parce que ce soit sur ton podcast ou même des rencontres que tu peux faire, tu rencontres pas mal d'artistes. Est-ce que t'as la sensation que les distinctions ça a plus autant d'importance que à l'époque pour les artistes et tout, parce que quand tu regardes, finalement, on est toujours frustré, tu vois, de voir des victoires de la musique, etc. et tout. Et quand on arrive aux flammes, tu vois le public, t'as l'impression que les gens ils sont aigris. Tu te dis, c'est un peu un débat, j'ai l'impression qu'on comprend pas trop. En même temps, on veut des distinctions, mais en même temps, quand on a des distinctions, on n'est pas trop content de les avoir. Non, après, pour les flammes, franchement, honnêtement, pour avoir été à l'intérieur du truc, et même pire, moi j'étais dans une espèce de cabine qui était en hauteur. On savait que je voyais tout. Il y avait une ambiance. Et ça, c'est important de le dire. Le truc, pour moi, qui est regrettable sur cette histoire d'ambiance, c'est que au niveau de la production, je ne vous juge pas, vous faites votre boulot, je ne saurais pas faire votre boulot, mais qu'au niveau de la production, on n'est peut-être pas pensé à mettre des micros vers le public. Ah, ok, d'accord. Il y a ça, et peut-être, comme le font les Américains, mettre un petit public de 50 personnes juste en bas de la scène. Juste pour tu vois, un peu l'ambiance. Voilà. Et je pense que déjà, s'ils avaient s'ils avaient mis des micros vers le public, les gens auraient vu. Par exemple, il y a eu des moments comme le moment où Kalash est sur scène, avec Daddy Yod qui vient le rejoindre, c'était le feu. Mais moi, après, j'ai vu le truc à la télé. C'était pas spécialement, parce qu'il n'y avait pas les micros vers le public. Matt Taylor, quand il monte avec Doria, et qu'à la fin, il fait le 93 hardcore. C'était le feu. Quand j'ai vu la vidéo, quand j'ai vu à la télé, il y avait une petite ambiance, mais ça représentait pas l'ambiance que moi j'ai vécue à ce moment-là. Et je pense que c'est ça peut-être qu'il a manqué, et c'est important de le dire, parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, les gens ils bougeaient pas ou je sais pas quoi. En fait, il y a eu des moments où si, mais malheureusement, ça a pas pu être bien exploité. Ça, c'est une chose. Maintenant, oui, si tu compares ces moments de fête que sont les BET Hip Hop Awards, par exemple, aux États-Unis, où tu vois des rappeurs réciter les lyrics d'autres rappeurs qui sont sur scène et tu les vois, on n'en est pas encore là, mais tranquille, on va y arriver. C'est la première. Moi, déjà, j'ai vu des gens qui sont venus dans un bon esprit, j'ai vu des gens qui étaient très beaux. C'est vrai que les gens sont venus, ils ont respecté les Voilà, les gens ont fait l'effort et tout, et ça c'était beau. Et moi je pense qu'on est sur la bonne voie et qu'à la prochaine édition, ça sera obligatoirement mieux. Donc pour toi, les artistes sont toujours aussi contents d'avoir un single d'or, bien sûr. platine. On est content de pas en avoir, c'est tout. Mais quand on gagne, on est content. Personne ne me fera croire le contraire. Tout le monde aime les trophées. Oui, bien sûr.
Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de tes projets. Tu vois, en intro, on disait, tu fais plein de trucs et tout. Et il y a bien un truc, parce que, on n'en parle pas trop sur le format, parce que c'est pas vraiment le lieu, mais avec notre culture, nous, on est une marque de prêt-à-porter, tu vois. Donc, du coup, notre business, c'est de vendre des vêtements aussi. Et en entrepreneuriat, tu vois, on dit assez fréquemment que plus tu vas te déconcentrer, faire plein de trucs, etc. et tout, moins tu vas faire progresser ton truc à la base. Donc le défocus, c'est un peu l'ennemi de tout. Toi, t'es très défocus, tu vois. Artiste, podcasteur, comédie, nanani, nanana et tout. Donc moi, j'avais 2 questions pour toi. La première, c'est comment tu gères ton emploi du temps? Genre, t'es là, t'as loup du temps assis à ça. Enfin, il faut que tu nous fasses un peu la semaine de driver, tu vois. C'est très simple. Et puis, moi, l'autre question que j'avais pour toi, c'est plutôt genre, comment tu fais pour gérer tes plusieurs casquettes en même temps? Est-ce qu'il y a une casquette que tu préfères ou peut-être pas? C'est quoi ton rapport à toutes ces activités? Alors, la question sur l'emploi du temps, aussi simplement que dès que je reçois un coup de fil et qu'on me fixe un rendez-vous, je le note tout de suite sur mon agenda, sur mon téléphone. C'est aussi simple que ça. La rigueur, c'est ça. C'est que tous les jours, tu regardes ton emploi du temps, ce qui va se passer demain, mais même être prêt sur 2 jours, 3 jours. Mettre dans ta tête, ok, cette semaine, j'ai ça. Et je regarde, et je suis là, je suis à l'heure, et tout ça, machin, et je fais ce que j'ai à faire. Donc voilà, ça, c'est aussi simple que ça. Maintenant, pour le truc d'être défocus, comme tu l'as dit, tu vois, vous avez une marque de prêt-à-porter. Donc la priorité, c'est de faire grossir cette marque pour pouvoir la vendre le plus possible. Moi, ma marque, c'est Driver. Elle est là la différence. C'est que moi, toutes ces choses que je fais, elles font grossir la marque Driver. Et du coup, dans quelques milieux que je sois, mon nom il grossit. Et je peux faire plus de choses. Voilà. Maintenant, pour répondre aussi à ta question, est-ce que j'ai une casquette que je préfère? Celle de rappeur. Celle qui était la base. Voilà, c'est la base de tout. Et il y a toujours un moment où je prends le temps d'aller en studio, enregistrer des nouvelles chansons et les sortir. Il y a toujours un moment. Ça, c'est pour mon équilibre mental. C'est important. Et je pense que si j'ai plus ça, tout le reste s'écroule. Voilà. Le rap, finalement, c'est un peu ta thérapie, quoi. Totalement. Totalement. Toi, tu t'approches petit à petit de la cinquantaine. Je sais que la quarantaine/cinquantaine, c'est aussi la période où les gens, tu sais, généralement, ils ont un peu des crises existentielles. Les remises en question. Des trucs, à l'époque, au lycée, j'aurais dû parler à cette personne. Je sais pas quoi et tout, tu vois. Le moment des regrets. Le moment des regrets, tu vois. On pense à ce truc et tout. Toi, tu viens de sortir un livre, tu me disais, le livre, il fonctionne bien, il va avoir une réédition, etc. et tout. Que ce soit avec Mamacita, ce que tu peux faire dans des soirées ou même dans du cinéma, etc. Globalement, les projets, ils ont l'air de se développer, etc. Est-ce qu'il y a un aspect de ta vie ou une zone que tu n'as pas encore exploré au niveau où tu voudrais l'explorer? Et est-ce que tu as déjà pensé aux 10 prochaines années, je dirais de 50, 60, la vie de driver, elle ressemble à quoi? Tu veux te concentrer à quoi? Il y a une partie que j'ai déjà commencé à explorer. Je suis déjà pas trop mal dedans, mais je veux aller encore plus loin. C'est la musique latine. Ah ouais? Ah ouais. J'aime trop ça. Ah ouais. Attends, on a vu au festival. Et j'aime vraiment trop ça. Et donc, moi, j'ai commencé d'abord par écouter du reggaeton. Je suis un grand fan de reggaeton. Et je me suis retrouvé par des amis à aller fréquenter les soirées reggaeton de Paris, parce qu'il y a un petit milieu fermé et tout. Ils m'ont bien accueilli, je me suis retrouvé dedans et tout doucement. Dès que je suis passionné par quelque chose, je veux tout savoir. Donc j'ai commencé à écouter tous les artistes, connaître leur histoire, savoir pourquoi lui, son reggaeton il est plus comme ça, l'autre il est plus comme ci. Tout d'un coup, mais ce reggaeton-là, il est différent de celui-là, pourquoi? Et je me rappelle, je passais mon temps à envoyer des textos à des DJ du milieu. Ouais, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Ça, c'est inspiré par le merengue. Ok, merengue. Je vais chercher, tac, j'écoute des artistes, ok, tac, ça, il y a de la bachata dedans, là, ça, il y a de la cumbia, ça, il y a de la salsa, tout ça. Et je découvrais tous les autres mouvements qui pouvaient nourrir le reggaeton, et ça fait que j'ai découvert plein d'autres musiques. C'est pour ça que j'ai dit musique latine. J'ai pas dit reggaeton tout de suite, parce que
tout m'intéresse. Et honnêtement, quand je dis que je veux pousser le bouchon, c'est que je veux en faire. J'ai déjà fait un album il y a plusieurs années qui s'appelle Self Control, avec un clip qui s'appelle Jean Talon, disponible sur YouTube, qui était tourné en Colombie. Je suis allé en Colombie tourner un clip. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je vais niveau d'implication. Voilà, jusqu'au boutiste. Je vais jusqu'au bout. Et honnêtement, je suis un grand fan de reggaeton. J'ai des nouveaux morceaux qui sont en route, qui arrivent et tout. Et tu me disais ma vie sur 10 ans et tout. Moi, je me verrais trop plus tard, c'est-à-dire l'après reggaeton, chanteur de salsa. De salsa? Salsa. C'est trop classe. C'est trop classe. Et on nous a beaucoup vendu, alors, ça doit pas être vrai, mais on nous a beaucoup vendu le chanteur de salsa comme étant un peu âgé. Ah ouais? Donc, tu vois, là, tu m'as dit, il est déjà dans la vibe. Je me vois aller en costard blanc, avec un peu grisonnant, du morligette, tout ça, attention. en train de chanter de la salsa. Je me vois trop comme ça, moi. Moi, il y a un truc qui m'étonne, en fait, avec ton parcours, c'est que, finalement, j'ai jamais entendu de driver DJ, tu vois. Pourtant, c'est arrivé! C'est arrivé! Ouais, non, mais pas longtemps. En vrai, j'avais des platines chez moi et je m'entraînais chez moi. Et une fois ou deux, deux fois même, pour être précis, on m'a booké. Il y a quelqu'un qui a dit, toi, ça se voit, tu peux être DJ et tout. Ah non, moi, je m'entraîne un peu. J'ai fait 2 soirées à Paris, voilà, mais pas plus. Ok. Voilà. Et pourquoi t'as jamais voulu? Parce que je connais trop de DJ qui sont beaucoup plus forts que moi et il aurait fallu que je m'entraîne longtemps, voire que je fasse que ça et je peux pas. Je fais plein d'autres trucs. Donc, c'est vraiment un truc chez moi, pour moi. Petit passe-temps, un truc comme ça. Moi, je sais pas. Moi, je t'aurais bien vu DJ parce que je me dis la transition, elle est assez logique en soi. Tu vois, si t'es déjà dans les soirées pour animer, il y a peut-être un moment, parce que moi, tu sais, ça m'a fait penser à quoi? C'est par exemple, j'ai vu l'influenceuse American Summer Rae, tu vois. Ouais. Typiquement, elle a été beaucoup connue pour toute la partie gym, etc. Et là, elle a fait la transition DJ, tu vois. Ouais. Et ça lui permet d'exporter encore son mouvement. Il y a énormément de gens qui font ça. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui respectent pas la culture des DJ. Ah ouais? Dans le sens où il y en a des gens qui voient ça comme une opportunité. Si je fais ça, je peux prendre de l'argent, truc, machin, j'ai déjà une communauté et machin. Donc voilà, moi je veux pas ça. C'est-à-dire que si je me lance dans le DJing, tu vas être fort. Je veux vraiment respecter les codes et que les autres DJ qui sont vraiment DJ disent oui, tu es DJ. Moi c'est pas juste pour prendre des trucs par rapport à ma communauté. Non, moi tout ça c'est de la musique. J'ai énormément de respect pour la musique. J'ai pas envie de trahir, j'ai pas envie de tricher. Sur le même sujet, un autre truc qui me vient en tête comme ça, beatmaking non plus. Ça, je suis nul aux machines. J'ai essayé, mais il y a très longtemps. Mais vraiment, les machines et moi, tu vois, j'ai un téléphone portable, je dois utiliser 30% de ses capacités. Tu vois, je suis vraiment pas un homme de machine, moi. Donc j'ai acheté des machines à l'époque. Je les ai revendues. Celui qui a acheté ma machine a fait des hits avec ma machine. Il a fait de l'argent avec ma machine. Et bravo à lui. Parce que moi, j'aurais pas pu faire ça. Donc, je peux même pas être jaloux ou lui en vouloir. C'était fait pour toi, pas pour moi. Ok, incroyable. On a l'habitude de clôturer le format en demandant toujours aux artistes de nous poser une question. Donc, je vais demander, Driver, quelle est ta question pour nous? Ok. Vous appelez notre culture. J'ai besoin de savoir à quel point votre culture est large. Il y a quoi dans tout ça? On parle de quoi? On dit notre culture. Tu veux répondre? Ouais. En vrai, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'avait pas été abordé. On sent déjà le background de podcaster, etc. En vrai, notre culture, elle est vraiment diverse. Déjà, tu as parlé d'un point et je pense qu'on peut vraiment s'accorder sur ce point-là. D'ailleurs, c'est comme ça qu'aussi on t'a connu aussi à travers ça, la culture latine. C'est un truc on n'en parle pas assez parce que c'est un truc qui, je pense que dans notre quotidien, on n'aborde pas assez le sujet. Mais notre culture en soi, la première abord qu'on peut voir toujours, c'est la culture urbaine qui nous a défini de notre enfance, etc. Mais c'est plutôt plein de petites expériences de vie, que ce soit à travers nos voyages, à travers les musiques qu'on écoute, à travers même l'art qu'on peut visionner en général, qui nous définissent. Donc là, il y a la musique latine. Moi, je sais que personnellement, les US, ça m'a forgé, mais d'une manière, parce que moi, je fais du basket, donc c'était quelque chose. Tu vois, Allen Iverson, des choses comme ça, donc forcément, ça arrive aussi. Un truc comme ça. Mais je pense que plus on avance et plus on grandit, plus il y a des petites précisions qui arrivent. Dans le sens où
Là, par exemple, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir d'où je viens, mes racines, le Cameroun, etc. Ok. Et c'était quelque chose que quand j'étais petit, j'y pensais pas forcément. Ok, ouais, Et je normal. pense aussi que c'est ça aussi qui va définir un petit peu la culture, parce que c'est un truc qui évolue. Ouais. Et je pense que c'est aussi la manière de représenter cette évolution-là à travers les projets, etc. Ok. Je sais pas si toi, c'est... Bah, moi, je reviendrai plus à la vision du projet parce qu'en vrai, c'est pas un truc qu'on placarde partout, mais Oui. quand on s'est posé pour faire notre culture, on s'est mis d'accord sur une vision qui était genre de promouvoir dans le monde un art de vivre désirable centré autour de la diversité, tu vois. Et en vrai, pour nous, le mot diversité, il fait sens parce que une culture mixte, tu vois, Ouais. genre on est d'origine camerounaise, mais on a grandi toute notre enfance, etc., voire notre vie entière en France, etc. Donc déjà, t'as un mix Europe, Bien sûr. Afrique qui est important. Bien sûr. Moi, j'ai fait une partie de mes études à Los Angeles, donc du coup, les ouais. US, ça a aussi une influence de ouf pour moi. En grandissant, je me suis mis quand même à écouter vachement de musique latine aussi, tu vois. Donc pareil, même comme ce qu'on a pu faire avec mon Master Pro, tu vois, ça représentait aussi un peu ça, tout l'impact et tout. Ok. Du coup, Amérique latine, lui, je sais que c'est un grand fan d'animé, etc. Du coup, l'Asie, pareil, c'est Ok. un fan. Et donc, en fait, nous, on n'est pas en train de se dire, nous, on représente l'Europe, on représente l'Afrique, Ouais, ouais, non, l'Amérique, etc. Voilà. Tu vois. On Moi, est c'était vraiment ça ma question là, rien que là. Ouais. Vous avez cité l'Afrique, tu vois, l'Europe, les ça. États-Unis, C'est ça. l'Asie, tout ça. Du coup, il y a un vrai sujet sur la diversité, tu vois. Ce Ouais. qui nous rassemble dans ce truc de diversité, c'est vraiment la culture urbaine, parce que pendant longtemps, tu vois, ça a été pointé du doigt comme étant pas, tu parlais de Sarcelles, tu vois. Il y a Ouais. les bons Ouais, côtés, c'est il y a ça. les mauvais côtés, Bien sûr. etc. Ça a une image qui est peut-être pas bien représentée, mais pour toute personne qui a déjà grandi dans Ouais. une cité, tu sais très bien que quand il y a un barbecue, tu vois, il y a tout le monde, il y a un esprit de Exactement. fraternité, Exactement. etc., etc. On te propose à manger, ça. Et tu vois- même si tu n'as pas payé cette viande. Exactement, tu vois. Il y en a qui arrivent à la dernière minute exprès. Je vous vois. Et c'est pour ça que nous, il y a un peu tout ça, tu vois, il y a le côté, on utilise, que ce soit le média ou les vêtements pour promouvoir, tu vois. Dans le côté art de vivre, il y a toute la manière de vivre, les codes, etc., tu vois. Le côté désirable, c'est parce que nous, on s'est rendu compte que cette image, elle pouvait parfois être négative et nous, on veut promouvoir justement le côté positif de tout Ouais. ça. Et après, centre autour de la diversité pour tout ce que j'ai cité avant. Donc, c'est un peu tout ça qu'il y a dans notre culture et on trouvait que le mot permettait de rassembler un peu Ouais. tous ces éléments en une Moi, j'aime bien en tout cas votre ouverture d'esprit et votre curiosité d'aller voir un peu partout. Ouais. C'est important. Bon, en tout cas, on va clôturer cet épisode, sachant que là, on va bientôt s'approcher de l'heure de tournage avec Driver. Voilà. Encore merci à toi pour Merci, ta les gars. disponibilité. Merci à vous. Et pour ce bel épisode, je pense que vous avez bien rigolé, probablement. C'était fait. 2-3 anecdotes qui sont pas mal. On est assez content parce que ça permet de continuer à prolonger un peu tout ce qu'on essaie de faire avec votre culture. Donc du coup, le podcast dans lequel on va à la rencontre des gens qui font la beauté de la culture urbaine. Avec Lenny, on vous retrouve du coup probablement très bientôt parce qu'on a déjà le prochain épisode qu'on enregistre la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous pouvez toujours liker si vous regardez sur YouTube, nous mettre en commentaire les personnes que vous voudrez inviter. D'ailleurs, toi, tu verrais qui d'ailleurs sur ce format? Oula. Alors là, il y a tellement de gens qui peuvent Ouais. rentrer dans ce truc. Il faut quelqu'un qui parle bien. Sadek. Ok. Bon, Sadek, si tu vois cet épisode et que tu as envie de passer, c'est avec bien. plaisir. Si vous avez d'autres noms, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Vous pouvez toujours mettre 5 étoiles sur le format sur Apple Podcast, Spotify et tout. C'est disponible en vidéo gratuitement sur YouTube et après en audio sur toutes les plateformes de streaming. Donc faites-vous plaisir. D'ici là, nous, on vous dit à très bientôt et puis on vous embrasse. Salut tout le monde.